En ce moment, au Sénat en France, il y a une proposition de loi pour interdire le port du voile aux sportives. On est traqué pour ce qu'on dit, pour ce qu'on ne dit pas, et c'est des pressions qu'on ne subirait jamais si on était des hommes. Donc, qu'elle soit choquante ou banalisée, la violence basée sur le genre, elle n'est jamais tolérable. Bonjour à toutes et à tous, et en réalité plutôt bonjour à toutes. Au nom de mes camarades députés du groupe The Left et de toutes les équipes The Left Femmes, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième et dernière journée du Féministe Forum. Le Féministe Forum, c'est un événement qui est organisé par The Left depuis 2017 et qui s'inscrit quelques jours avant la date du 8 mars, qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors évidemment, c'est un jour très important pour honorer la mémoire et les combats de celles qui ont lutté avant nous, qui nous ont pavé le chemin, mais c'est évidemment une journée qui n'efface pas le fait que les combats féministes se portent tous les jours par des millions de femmes à travers le monde, parfois même au prix de leur vie. Donc je tiens ici à saluer toutes les féministes d'aujourd'hui et d'hier qui luttent et qui vont nous permettre d'abolir le patriarcat le plus rapidement possible. Donc ce matin, pour ce troisième panel, on va parler de la violence basée sur le genre dans les sphères publiques, mais évidemment la violence basée sur le genre, elle se passe aussi dans la sphère privée, et dans ces deux sphères, eh bien, ces violences sont ancrées, sont entretenues par des structures et par des normes dans la société. Et donc au quotidien, on a le système patriarcal qui essaie d'invisibiliser les femmes, de les faire taire, de les effacer en fait du champ public. Et donc dès qu'on a une femme qui va émerger dans la scène publique, qui va prendre la parole, qui va oser être visible, elle va se prendre des violences, que ce soit physiques, psychologiques, verbales, que ce soit du harcèlement. Et ces violences, elles vont être accrues quand on est par exemple une femme lesbienne ou quand on est une femme racisée. Et ces violences se manifestent à la fois dans les milieux sportifs, dans les milieux artistiques, sur les réseaux sociaux, mais aussi en politique. Et je veux parler ici d'un cas qui est très frappant, et c'est celui du cas de notre camarade et collègue Rima Hassan, qui est députée européenne pour The Left et qui est menacée aujourd'hui par deux ministres en France qui la menacent de lui retirer sa nationalité française, ce qui est évidemment absolument illégal parce que Rima Hassan n'a que la nationalité française de reconnue, elle n'a pas la nationalité palestinienne qui lui est reconnue, donc c'est de toute façon illégal, ce serait la rendre apatride, mais c'est surtout dire le degré de violence qui est orchestré au sommet même de l'État. On va vouloir faire taire une femme racisée qui porte des combats, et en fait on ne supporte pas qu'une femme comme Rima Hassan puisse s'exprimer sur la scène publique, puisse faire des médias, puisse être élue et puisse représenter fièrement le peuple français. Donc je tiens ici à apporter tout mon soutien à Rima Hassan, et je pense que mes collègues en font de même, mais c'est en tout cas un cas extrêmement frappant du sexisme et du racisme, et ça se manifeste aussi par exemple dans les milieux sportifs où nous en France on a Kautar Merzak, donc qui fait du 400 mètres et du triple saut, donc des disciplines en athlétisme, qui s'est vu interdire par la Fédération française d'athlétisme le droit de courir pour l'équipe de France parce qu'elle porte le voile, alors que dans aucun texte le port du voile est interdit dans le sport. Alors grâce à la mobilisation populaire, on a pu faire en sorte qu'elle participe à la compétition sportive, mais c'était un cas absolument fou, et en ce moment au Sénat en France, il y a une proposition de loi pour interdire le port du voile aux sportives. Donc voilà un peu la situation, et donc on est harcelé, peu importe ce que l'on porte ou ce que l'on ne porte pas, on est traqué pour ce qu'on dit, pour ce qu'on ne dit pas, et c'est des pressions qu'on ne subirait jamais si on était des hommes. Donc qu'elle soit choquante ou banalisée, la violence basée sur le genre, elle n'est jamais tolérable. Et pourtant on a encore beaucoup de travail pour à la fois déconstruire les stéréotypes et pour mettre à terre toutes les violences patriarcales qui nous frappent. Et d'autant plus qu'on a en face de nous une internationale fasciste en Europe, dans le monde, qui s'organise, qui se structure et qui se base sur justement la violation des droits des femmes, qui se base sur la soumission dans laquelle ils voudraient nous voir. Et donc c'est très important que nous, ici au Parlement européen, on puisse être l'écho des mobilisations féministes qui sont extrêmement puissantes. Parce que là, on parle du fascisme qui monte, mais il y a quand même quelque chose de très beau qui est notamment dans la jeunesse. Toutes ces femmes, jeunes femmes, mais pas que, qui se mobilisent pour leurs droits et qui ne lâcheront rien, qui ne laisseront jamais rien passer, et on voit ça dans toute l'Europe mais dans le monde entier, et donc c'est important qu'on puisse se faire l'écho de ces mobilisations ici au Parlement européen, et notamment en ce qui concerne
et notamment en ce qui concerne l'inscription de l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'absolument fou dès la première séance plénière de notre mandature, c'est que quand il y a une députée qui a dit qu'il fallait inscrire le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on a une députée roumaine d'extrême droite qui s'est levée, qui s'est mise à hurler en mettant une muselière sur sa bouche, un sac poubelle et en agitant une Bible. Et là, on se dit, waouh, ok, l'extrême droite, c'est ça. Alors ça, c'est peut-être un peu rigolo, alors qu'en réalité, pas du tout. Mais ça montre que derrière, il y a tout un mouvement réactionnaire, raciste, fasciste, qui s'organise et contre lequel on doit lutter. Et donc, pour aborder ce sujet, donc des violences basées sur le genre dans les sphères publiques, on a la chance d'accueillir aujourd'hui 3 intervenantes. Tout d'abord, Cristina Falaras, qui est une journaliste et écrivaine féministe espagnole. À ses côtés, Luisa Risitelli, experte de la protection des femmes dans le milieu sportif et présidente de Assist. Et enfin, notre troisième intervenante, Estelle Janjo, qui est journaliste française indépendante et qui est co-autrice de l'étude MeToo pour les femmes racisées. Donc, je vais commencer en donnant la parole tout de suite à Cristina Falaras, qui est largement reconnue pour son plaidoyer en faveur des droits des femmes et qui, en avril 2018, a lancé un hashtag en Espagne, Cuéntalo. Donc raconte-le en français, qui est un mouvement qui a encouragé des milliers de femmes à prendre la parole, à parler des violences sexuelles qu'elles ont subies. Donc c'est hyper important de justement permettre cette libération de la parole qu'on observe un petit peu partout en Europe, et qui a notamment publié un livre, Ne publiez pas mon nom, témoignage contre la violence sexuelle, et qui permet aussi de constituer une mémoire de toutes ces violences. Et donc je te laisse tout de suite la parole, Cristina. Muchísimas gracias a ti y a todas las presentes. Voy directa. Primero contaré sucintamente las violencias que he sufrido y después explicaré por qué. Yo empecé sufriendo violencia en las redes, amenazas de muerte a mí, amenazas de muerte a mi hija y mi hijo, desde que eran muy pequeños hasta que ya cumplieron la mayoría de edad. Les mandaban fotos de su madre, yo, descuartizada, de su madre violada. Hicieron un vídeo pornográfico con mi cara, lo distribuyeron en los institutos a los cuales iban mis hijos. A partir de ahí la violencia pasó a la calle, me empujaban, me escupían, me perseguían, me tiraron al suelo, me rompieron una rodilla. A partir de ahí llegó al ámbito privado, privadísimo, que es mi casa. Llegaron a la puerta de mi piso, pintaron una cruz con una navaja, señalando el lugar donde yo vivía. Dentro estaba mi hija, de entonces 6 años. Me tuve que cambiar de piso, me tuve que cambiar de barrio. Volvieron a localizarme, volví a tener que cambiarme de piso, volví a tener que cambiarme de barrio. Todo eso sufriendo una persecución constante por la calle, que aterrizó en mis hijos, evidentemente. Todo eso yo lo denuncié. La única denuncia que llegó a tribunales fue la referente a las amenazas de muerte contra mis hijos, mi hijo y mi hija. Por supuesto, se desestimó y ninguna amenaza, ni ninguna agresión, ni siquiera la rotura de rodilla llegó a prosperar. Bien, ¿por qué pasa eso? Eso pasa por un activismo, el mío, empeñado en solamente una cosa: romper el silencio. Es decir, crear canales en los que las mujeres podamos relatarnos una a una. Has citado la campaña Cuéntalo. El movimiento Cuéntalo fue lo que de verdad puso en marcha la máquina de la violencia contra mí y contra todas aquellas mujeres que con rostro público participaron. El movimiento Cuéntalo era un hashtag que yo lancé en 2018, después del MeToo, que salió en 2017, donde llamaba a las mujeres a relatar las violencias machistas y violencias sexuales que sufrían o habían sufrido. Recuerdo que el primer día, cuando lancé el movimiento Cuéntalo, el primer día había 10 mujeres que con su propia identidad relataban las violencias sufridas. Y pensé, ¡guau! ¡Qué maravilla! Porque esto no sucedía antes. A los 3 días eran 10.000. A la semana eran 100.000. A las 2 semanas eran 3 millones de mujeres de 60 países diferentes relatando las violencias que habían sufrido. Todo con
con un solo hashtag de una sola cuenta pequeña, que era la mía, de una ciudadana española que no estaba organizada. Bien, ¿eso qué demuestra? Eso demuestra que las mujeres no teníamos canales a través de los cuales relatarnos. ¿Por qué no teníamos canales a través de los cuales relatarnos? Porque en todos los canales de comunicación, y esto es sustantivo y demuestra que lo que estamos llevando a cabo es una revolución, toda revolución, compañeras, parte de una modificación comunicativa. Sin la imprenta no se podrían haber dado el resto de revoluciones. Sin la escritura, bien, la escritura, la imprenta y esta tercera revolución comunicativa, que es la tecnológica, hemos sabido nosotras usarla. La anterior, la imprenta, y vivimos hasta hace nada en la sociedad de la imprenta, pasaba por ser una revolución que permitía a todo el mundo comunicarse, o ese tipo de asunto que decía, no, yo puedo leer todo lo que está publicado. Sí, en los medios de comunicación y en la industria editorial, sí, pero ¿quién decide lo que se publica y lo que no? Hombres blancos, ricos y heterosexuales de puertas para adentro, de puertas para afuera, de puertas para adentro, cada uno sabe con lo suyo. Bien, esos hombres blancos, ricos y heterosexuales de puertas para afuera decidían qué era lo que se publicaba y lo que no. ¿Cómo? A base de inversión de capital y de aplicación de la autoridad. De repente aparecen las redes sociales y nos cuentan que son malísimas. No. Con las redes sociales nosotras aprendemos a manejar una comunicación que se basa en 3 principios. El primero, nos requiere inversión de capital. Las mujeres jamás hemos manejado el capital en ninguna sociedad realmente. Bien, de repente nos encontramos con un medio de comunicación de masas que nos permite expresarnos sin necesidad de invertir capital, pero sobre todo sin necesidad de pedir autoridad, de pedir permiso. ¿Qué hace eso? Rompe 2 principios básicos del sometimiento de las mujeres, que es el principio de autoridad y el principio de jerarquía. De repente, con movimientos como el Me Too, como el Cuéntalo, como se acabó, rompemos un principio básico. ¿Cuál es? El silencio. El silencio, la imposición del silencio a través de los mecanismos comunicativos es el mayor ejercicio de sometimiento contra las mujeres. El silencio, sobre todo, referente en todos los ámbitos, pero sobre todo referente a la violencia sexual que sufrimos y hemos sufrido siempre, y a la violencia contra la infancia. Esos son los 2 puntos fundamentales sobre los que se nos impone silencio y sobre los que, de repente, al aparecer las redes sociales y movimientos como Me Too o como Cuéntalo, rompemos ese principio. Pero en ese momento no nos dimos cuenta de algo. Tanto el Me Too como Cuéntalo eran hashtags que nos llevaban a relatarnos, compañeras, desde nuestras propias cuentas, con nuestra identidad. Y por lo tanto éramos castigables. A mí cuando el movimiento Cuéntalo, claro, 60 países, 3 millones, solo en 2 semanas. Era global y era tremendo. Pero de repente empezaron a llegarme mensajes que me decían, Cristina, mi novio me ha pegado una paliza después de haber publicado lo mío. Cristina, mi familia me ha expulsado después de haber publicado lo mío. Cristina, me han echado del trabajo después de haber publicado lo mío. Y se me multiplicaban las mujeres que me relataban la violencia, el castigo que estaban sufriendo después de romper el silencio y, por lo tanto, el principio de jerarquía y autoridad. ¿Qué me di cuenta? Me di cuenta de que ese llamamiento que hacemos siempre a las mujeres a poner el cuerpo, a poner la identidad, es una falta de responsabilidad en algunos casos, porque no todas podemos poner el cuerpo, porque no todas estamos en disposición de poner nuestra identidad, porque aquellas que lo hacen serán castigadas, seremos castigadas. El castigo que yo he recibido en los últimos 8 años es indescriptible. Es indescriptible. Mis hijos han crecido sin poder pasear con su madre por la calle, sin poder llevarlos al colegio, sin poder ir al parque, cuidando que no me vieran con ellos o con ella, con él, porque iban a sufrir un castigo. Bien, entonces, ¿qué pienso? De repente pienso, vale, ¿qué está pasando con Cuéntalo y con Me Too? Está pasando algo, que es que somos identificables y por lo tanto castigables. Bien, voy a lanzar un movimiento donde elimine la identidad de las mujeres que se relatan
Y hace 1 año y medio lancé un movimiento en España, se llama Se Acabó, por el cual las mujeres me mandan sus relatos, yo quito su identidad y las publico. Cuéntalo, el movimiento Cuéntalo, que tuvo, insisto, 3 millones de relatos, que se sepa, no tuvo consecuencias en la sociedad. Los hombres no reaccionaron, no pasó nada, un poco como el Me Too, cuatro popes y nada más. Y de repente lanzo Cuéntalo y empiezo a publicar testimonios de violencia sexual de mujeres cuyo nombre no aparece. No aparece tampoco el nombre del agresor, pero el nombre de la denunciante, de aquella que relata, no aparece. Y empieza la sociedad a desarrollar, por un lado, un temor macho y, por otro lado, una furia. Claro, ¿contra quién? Contra mí. Porque en ese momento ya no podían desarrollar furia contra las testimoniantes. Claro, y entonces llega un momento en que aquello que es la base de toda memoria colectiva, porque esto no es más que creación de memorias colectivas, tiene su fruto. Es decir, una mujer señala que hay un político español tal que le ha hecho tal y tal. Y otras mujeres, porque los mecanismos de identificación son la base de nuestro relato para generar memoria colectiva, reconocen a ese político y dicen, es tal persona, es tal persona. Y tal persona presenta una dimisión. Y eso tiene una respuesta política. De repente, todos los medios de comunicación del país, todos los medios de comunicación españoles y no solo españoles, detectan aquello que realmente llevamos haciendo desde 2017-2018, que es romper el silencio y el principio de autoridad. Hasta que no cae una autoridad, no está detectado. Y de repente lo detecta y el castigo pasa a ser no solo un castigo por parte de la población, un castigo social, un castigo político, sino que pasa a ser un castigo mediático, un castigo ejemplarizante. Contra mí, sí, pero también contra la idea del testimonio como forma de creación de relato colectivo. Y es más, de la idea de la red como instrumento básico para crear relato colectivo, como instrumento válido. Es decir, empieza toda esa campaña de si tú eres víctima, denuncia en los juzgados, si tú eres víctima, denuncia en la policía, no puedes relatarte tú libremente sin pasar por las autoridades, porque estas autoridades están ahí. No están ahí. De repente nos damos cuenta de que no están ahí para facilitarnos la denuncia, sino para volver a silenciarnos. Y las víctimas son plenamente conscientes de que su paso por los tribunales y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es un paso de ayuda y solución, no es un paso de amparo, sino que es un nuevo paso de silenciamiento por parte de la institución, por parte del Estado y por parte de todas las instituciones. Y nos planteamos ahora qué hacemos con eso. ¿Vale? Y no voy a responderlo porque no lo sé, porque estoy justo en este proceso. Es decir, estoy justo en el proceso de recibir el castigo, un castigo institucional, un castigo mediático, un castigo que es económico, compañeras. Es decir, todo castigo acaba en lo económico. Un castigo que a mí me deja sin trabajo, me deja sin participación en los medios de comunicación. El otro día fue muy gracioso porque el otro día había un premio literario, yo soy escritora, al cual me invitaban cada año desde hace muchos años. Y me llama la organizadora y me dice, mira, Cristina, lo siento mucho, este año no podemos invitarte porque la incomodidad entre los miembros varones del mundo literario con tu presencia se haría insoportable. Entonces, hemos decidido que no vengas a este premio literario. Claro, si no me invitan ni a la cena, me lo van a dar, ¿verdad? Hemos decidido que no vengas porque molestas. Lo cuento a una amiga y me dice, ostras, en los últimos premios tal de cine
Te pasó lo mismo, solo que no te lo comenté porque creí que lo sabías. No te invitaron porque molestas a los hombres. Mi sola presencia molesta a los hombres. ¿Por qué molesta a los hombres mi sola presencia? Mi sola presencia molesta a los hombres porque el resto de las miles y miles y miles de mujeres que los han señalado y los han denunciado no tienen cara, porque las he desidentificado para que no puedan ser castigadas. Esto genera una especie de furia colectiva en la sociedad macho, el no poder castigar, que revela sobre todo algo. Estamos en una sociedad que castiga a aquellas que denuncian. En cuanto no pones la cara, y para la creación de memorias colectivas es imprescindible que las mujeres podamos relatarnos sin sufrir represalias. Es imprescindible, y si una tiene que poner el cuerpo, lo pone. De repente se evidencia que las mujeres no es que no quisiéramos relatar las violencias sexuales sufridas. No es que quisiéramos guardarlo y esconderlo porque nos daba pudor. Queremos contarlo con garantías, y el Estado no nos ofrece las garantías para contarnos sin que venga como consecuencia un castigo gordísimo. A partir de ahora tenemos esos mecanismos. ¿Qué hacemos con ellos? Y os pregunto, y os dejo esta pregunta, porque esos mismos mecanismos que nosotras hemos utilizado para romper los principios de autoridad y jerarquía son los que está utilizando la extrema derecha global para crear unas nuevas formas de comunicación que están basadas en la violencia política contra las mujeres y la violencia mediática contra las mujeres. Es decir, aquellos youtubers de extrema derecha, aquellos presidentes como Trump y Milei no aparecen, no son fruto de un ejercicio comunicativo como era el habitual en el tiempo de la imprenta. No, de la misma manera que nuestro relato son frutos de un ejercicio comunicativo que ha roto los principios de jerarquía. O sea, son imparables. Ellos son imparables y nosotras también. Tendremos que crear la manera, las herramientas y los métodos para convertirnos, como de hecho somos, en el mayor activo político contra la extrema derecha global. Porque así como dicen, la extrema derecha global está usando los medios, las redes y la comunicación de una manera que la izquierda no sabe usar. Falso. Falso. Las mujeres sí sabemos. Las mujeres sí sabemos y lo estamos demostrando. Debemos, desde el feminismo y desde la lucha contra la violencia política, plantar cara a aquellos que están usando la comunicación de la misma manera que hacemos nosotras. Muchas gracias. Merci beaucoup, Christina, pour ton intervention, pour ton témoignage. Sache qu'ici, tu nous mets absolument pas mal à l'aise et qu'on est très honorés de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Vraiment, merci pour ton courage et pour tes combats. Je vais désormais passer la parole à Luisa Risitelli. Donc Luisa, qui est journaliste italienne, qui est fondatrice et présidente d'Assist, qui est la seule organisation italienne qui se consacre à la défense des droits des athlètes féminines. Donc Madame a joué un rôle de clé dans la lutte à la fois contre les discriminations, les abus, les violences dans le sport, mais aussi pour promouvoir l'égalité salariale et le traitement égal des athlètes féminines. Et donc je te passe tout de suite la parole. Grazie. Difficile parlare dopo un'energia e un coraggio simile, ma sono onorata di questo. Grazie davvero per il tuo coraggio. Sono davvero contenta di essere qui, sono onorata. A 55 anni finalmente, dopo 25 anni di attività con questa associazione, sono arrivata a parlarne in un luogo dell'Europa e questo mi rende molto felice. E dall'Italia ci stanno guardando gli uomini e le donne di Assist, Associazione Nazionale Atlete, e con emozione ci stanno guardando. Dovevo essere qui anche con Loredana Pesoli, che è una cara amica responsabile delle relazioni istituzionali. La tengo qui con me adesso mentre parlo, anche se lei è a Roma. Le mie prime parole non possono non essere per un grande campione, perché quando siamo nei luoghi dove ci sono dei grandi campioni maschi, nessuno si dimentica di loro, ed è giusto così. Passo da una storia così dura al mondo dello sport, che per un attimo ci fa sorridere, ci regala gioia, no? Ci regala immagini belle.
Bene, io vi vorrei dire che devo ringraziare un fenomeno, un'ambasciatrice dello sport nel mondo, e vi dico solo questi numeri. Ecco, i maschi capiranno immediatamente cosa vuol dire: 105 gol in carriera, quasi 500 gol, pensate, anzi 105 con la nazionale, in 500 gol in campionato, 300 presenze con la nazionale, ritenuta da molti la più forte calciatrice del mondo e poi anche allenatrice, una stella assoluta che ha vinto il campionato italiano 12 volte. In questa sala abbiamo una stella e io voglio ringraziarla, Carolina Morace, una delle più grandi calciatrici della storia del calcio femminile mondiale. Ed è stata da sempre accanto ad Assist, sin dalla sua fondazione, 25 anni fa. Ed è bello che sia lei a volerci qui. Ma l'associazione Assist è libera, femminista, è un'associazione antifascista e ci vantiamo di questo ogni giorno. La nostra forza non è in Italia, è proprio l'Europa. Siamo state scomode e siamo scomode, parliamo troppo, lo sappiamo, e non veniamo considerate dal sistema politico italiano e dal sistema politico sportivo. Ma questo non ci ferma. Abbiamo vissuto 15 anni con un bilancio economico che superava qualche volta i 200 euro, difficilmente. Poi sono arrivati i progetti europei, grazie Erasmus Sport, per averci dato la possibilità di fare rete, di combattere queste battaglie in Europa con i progetti Erasmus, importantissimi, lo risottolineo. Siamo restate libere e femministe, siamo uomini e donne. E sappiamo che abbiamo denunciato delle cose che tutti sapevano e che nessuno diceva, nessuno aveva il coraggio di dire. Il sistema sportivo è un sistema chiuso, feudale, maschile, bianco, etero, anziano. Abbiamo denunciato che per 70 anni in Italia è stato impedito alle donne di accedere a una legge dello Stato, una cosa quasi incredibile. Era la legge sul professionismo sportivo. Carolina, con tutto quello che ha vinto, è sempre stata amateur, una dilettante per lo Stato italiano. Non era solo una questione di biglietto da visita, era una questione di tutele fondamentali del lavoro. Il gioco era semplice. Questa legge diceva che a decidere quali fossero le atlete professioniste dovevano essere le federazioni sportive nazionali. E le federazioni sportive nazionali, guarda caso, hanno detto per quasi 100 anni che le discipline sportive professioniste erano quelle maschili, sono restate prima 6, poi 4, ma mai nessuna femminile, mai nessuna donna in Italia poteva essere professionista e quindi tutelata come tale. Inutile dirvi che questa era una discriminazione clamorosa che abbiamo denunciato solo noi di Assist per molti anni nel silenzio e nello scherno più totale. Il prezzo si paga. È alto, è caro, ma vale sempre la pena pagarlo. Da luglio scorso c'è una disciplina sportiva professionistica in Italia femminile, del calcio. Per fortuna, aggiungo, è anche arrivata una riforma dello sport che riconosce il lavoro sportivo e quindi almeno, Carolina, oggi avresti avuto almeno un contratto di collaborazione occasionale, precario sempre, ma almeno l'avresti avuto. Io stessa, come pallavolista, non ci crederete, ma sono stata atleta anch'io, ho firmato scritture private con delle clausole indecenti. Una di queste clausole indecenti era la clausola antimaternità. Tra l'altro chiedo di andare avanti con la slide, nella successiva a questa c'è Carolina nella versione calciatrice e allenatrice, come vedete, bella grinta, bel piglio, e quella successiva invece, la slide dopo, ha i 2 impegni contro la violenza, Save e PED, e chiedo di andare ancora alla slide dopo dove vedete un atleta che ha avuto il coraggio di denunciare proprio quella precedente, grazie di slide, o quella dopo, cioè Lara Lugli sul New York Times, su El País, su El Figaro, è riuscita a denunciare il fatto che non solo era incinta e il suo contratto era stato stracciato, ma l'avevano anche denunciata per questo, l'avevano denunciata per danni, pensate, perché lei aveva avuto l'ardire di essere un'atleta incinta. Soltanto il grande coraggio di Assist di sollevare un caso internazionale, il grande coraggio di Antonella Bellutti, unica atleta in Italia a candidarsi alla presidenza del CONI, che non ha mai avuto in 100 anni in Italia un solo presidente donna. Ecco, il coraggio di Antonella e di Assist hanno evitato a Lara di finire in un'aula di tribunale perché incinta. Vi chiedo, queste sono discriminazioni, ma vogliamo chiamarle con il loro nome? È violenza questa, vi chiedo? E allora se è violenza, noi dobbiamo anche dare altri dati, altri numeri.
Ecco quelli a livello internazionale. Il Comitato Olimpico Internazionale è un affare di uomini, conta attualmente 1/3 di donne, più o meno. Nell'Unione Europea soltanto 4 dei 27 presidenti delle federazioni europee era donna nel 2023, quindi un dato molto recente. In quasi tutti i paesi la dirigenza femminile non arriva neanche al 30%. La politica sportiva è un affare di maschi, anziani, bianchi e ben collegati alla politica, per i quali le caratteristiche migliori delle donne, mi spiace dirlo, ma questa è la mia esperienza, è che le donne devono saper vincere, dare tutto se stesse, sacrificarsi, però mi raccomando, essere ubbidienti, silenziose e conformate alla bellezza degli stereotipi. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato molte indicazioni su questo, tutte molto importanti. Si è tenuto a Bruxelles il 24 novembre del 2023. I ministri si sono riuniti e hanno approvato delle conclusioni che vi invito poi a leggere, non ve le elencherò. Però sicuramente vi dico che le conclusioni sottolineano l'importanza di garantire l'accesso a un ambiente sicuro, inclusivo e paritario. Quando parliamo di sport agonistico, parliamo anche di sport di base, parliamo di 22 milioni di italiane, donne, escluse da qualunque pratica sportiva, anche amatoriale. Sapete qual è il danno? Abbiamo patologie cardiovascolari, abbiamo patologie legate alla sedentarietà, ma non perché siamo sedute, perché abbiamo quasi tutto il lavoro di cura sulle nostre spalle e siamo il welfare dei paesi europei. Secondo il Consiglio, nonostante i progressi, c'è ancora molto da fare e ovviamente i consigli, i suggerimenti sembrano quasi banali. Parità di accesso alla pratica sportiva, aumentare le posizioni delle donne nello sport come dirigenti, come allenatrici, combattere le molestie, considerare la prospettiva di genere nelle infrastrutture, nell'utilizzo degli impianti, vedere come i soldi vengono dati. Ma dov'è tutto questo nei nostri paesi? Questa è una splendida teoria, ma nei nostri paesi, e noi lo vediamo nei progetti europei Erasmus, non c'è questa pratica, non c'è questo attuato nella politica. La Special Rapporteur Rem Al-Salem delle Nazioni Unite, dell'ONU, ha dettagliato nel suo ultimo rapporto su violenza e sport le violenze che le donne subiscono e possono subire nello sport. Anche questo è un grande tabù. Le donne dello sport devono sorridere, devono essere vincenti. Il mondo dello sport, secondo il patriarcato, non permette di pensare che ci sia violenza anche lì. Ma io, che opero nella vita anche per una grande realtà come Differenza Donna, vi dico com'è possibile che la pandemia della violenza maschile contro le donne nello sport si fermi. È falso, è soltanto che nessuno vuole indagarlo. La Special Rapporteur Rem Al-Salem dice violenza psicologica, fisica, sessuale, discriminazioni, marginalizzazione. Il documento è prezioso, cercatelo e leggetelo, è prezioso e dice di nuovo esattamente tutto quello che non c'è. Ma quello che non c'è non va fatto solo dalla politica sportiva da sola, che come vi ho detto è composta da uomini, va fatta con la società civile, con noi, con la sensibilità dei partiti che mettono in campo un network di donne e di attiviste. Noi siamo l'occhio che loro non vogliono avere. Tutto questo nello sport europeo e nei programmi non c'è, ve lo dico, e sono certa di questo. E noi attiviste sappiamo che c'è un altro punto che vi devo sottolineare e che chiedo ufficialmente proprio a questo gruppo di donne, di parlamentari, di aiutarci a realizzare. Senza i dati, i numeri, il problema non esiste. È un'arma eccezionale non avere numeri. Noi in Italia lo sappiamo bene. Se non ci sono i dati, ogni caso è un'eccezione. Ogni caso è una storia a sé, ogni Rubiales è un caso privato e invece non è così. Ma questi dati, perché siano una questione culturale e pubblica, ci devono essere. Abbiamo bisogno di fondi per fare ricerche o anche solo delle ricerche, ma dateci i numeri per dimostrare che nello sport il problema c'è e come. La discriminazione
e la violenza sulle donne dello sport non è un'invenzione, noi lo sappiamo, ieri lo avete detto benissimo. Pensate che poi in Italia esiste la giustizia normale, Maria, la giustizia penale, amministrativa, e poi esiste la giustizia sportiva. Peccato che i giudici della giustizia sportiva sono nominati su suggerimento del presidente della federazione. Come posso io, donna vittima di violenza, avere fiducia di qualcuno che è nominato da quella che comunque è la mia controparte? E infatti la Special Rapporteur dice enti terzi, la terzietà è fondamentale. Non vi elenco, perché non voglio dilungarmi troppo, le raccomandazioni della Special Rapporteur, però quando mi dicono le donne non ci sono, anche qui possiamo andare avanti con le slide perché vi volevo fare vedere solo alcuni. Questa è Lara Lugli, la donna che ha denunciato, queste le nostre campagne per il fair coaching, l'allenare con rispetto, e le abbiamo fatte anche con la Lega Pallavolo Maschile, pensate. Quando noi parliamo di grandi numeri che ci umiliano, parliamo per esempio anche, vedete, di una Walk of Fame dove 105 fino a qualche anno fa erano gli uomini e 13 erano le donne che il Comitato Olimpico Italiano ha onorato di avere una mattonella al Foro Italico, dei numeri talmente più piccoli da essere inverosimili, ma per noi il grande problema è anche nella differenza con i premi degli atleti paralimpici, uomini e donne, che non sono uguali in Italia, e noi la riteniamo una cosa assolutamente ingiusta. Le ragazze, ma anche i ragazzi che subiscono modelli di educazione macista, spesso militare, lo sport d'élite italiano è tutto dei gruppi sportivi militari, una anomalia che noi riteniamo inconcepibile. È un tipo di cultura che noi non vogliamo nello sport. Una volta agoniste, le atlete non hanno la stessa visibilità sui media. Le donne nei ruoli dirigenziali non hanno il tetto di cristallo nello sport solo, hanno il fango sotto i loro piedi, hanno le sabbie mobili. Non riusciamo ad avere donne nell'apice dello sport. Hanno appena nominato 50 presidenti di federazioni sportive nazionali in Italia. Di questi 50 le donne sono 2 e io mi vergogno di questo numero. La tutela della maternità è ancora lontana. Con Assist abbiamo progetti importanti e li state vedendo, il fair coaching sull'allenare con rispetto, su Vera, rete per le associazioni europee che si battono per i diritti, abbiamo mappato gli eventi sportivi femminili, lavoriamo grazie ai fondi per rimanere libere, però abbiamo bisogno davvero di voi. Posso andare all'ultima slide di questo documento e poi possiamo anche toglierla. Per noi il punto non è soltanto segnalare i problemi, ma è chiaramente un urlo che deve essere importante. In Italia Assist e Differenza Donna sono state le uniche associazioni a chiamare violenza la molestia di Rubiales, le uniche. Non abbiamo sentito altre voci su questo. C'è stato un grande silenzio in Italia, c'è stato un grande silenzio in Europa, invece dobbiamo chiamare le cose col loro nome anche nello sport. La Spagna e le sue parlamentari hanno dato una lezione al mondo. Oggi, al di là delle parole, Assist chiede a tutti voi di dare una lezione di intolleranza e insofferenza. Non ne possiamo più, non siamo più disposti a sopportare discriminazioni e violenze nello sport. Per noi oggi è se acabó. Merci beaucoup, Louisa, pour ton intervention et pour ton combat à Assist qui montre que le chemin est encore très long dans le milieu du sport, qu'il est encore rempli de violence et qu'il nous faut au contraire un sport féministe, antifasciste. Et on est très content de voir justement des athlètes comme évidemment Carolina qui offrent des beaux modèles d'engagement et des beaux modèles pour les petites filles pour leur dire que le sport c'est aussi leur place et c'est pas justement une affaire d'hommes blancs cis. Donc merci beaucoup pour cette intervention. C'est important de traiter les questions des VSS et de l'égalité femmes-hommes dans le milieu du sport parce que c'est souvent un oubli. Et donc maintenant, on passe à la dernière
intervenante, qui est Estelle Djanjo, qui est journaliste indépendante, qui travaille pour plusieurs médias, notamment pour Radio France, pour Mediapart, pour Arrêt sur Image, qui est porte-parole de l'association des journalistes antiracistes et racisés, et qui est notamment spécialisée sur les questions féministes et antiracistes, puisqu'elle a co-mené une enquête avec sa collègue journaliste Christelle Mouroula sur le MeToo pour les femmes racisées dans les milieux artistiques. Et donc c'est cette enquête qui vient questionner en fait la place du racisme dans la dénonciation et la considération des violences sexistes et sexuelles. Donc Estelle, je t'en prie. Merci beaucoup Emma, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors déjà, je suis très impressionnée de pouvoir être aux côtés de femmes aussi charismatiques, avec autant d'expérience et avec autant de passion. Et on sent vraiment que le panel est très latin. Donc, je vais essayer de continuer à garder cette passion aussi. Alors, c'est vrai qu'en France, ces questions de MeToo, ça a été, je dirais, une révolution qui a pris du temps à émerger. Quand je dis pris du temps, c'est qu'on n'oublie évidemment pas que ça a commencé en 2017 à travers le cinéma. Évidemment, on connaît tous l'affaire Weinstein. Mais en France, c'est arrivé à rebours, toujours, ça qui est intéressant, à travers le milieu de la culture, notamment du cinéma. Donc mondialement, la France est connue pour être un grand pays de cinéma et on est même un modèle pour certains. Et pourtant, il y a une culture une culture misogyne, très misogyne, qu'on peut évidemment... on désigne plusieurs réalisateurs venant d'une génération post-nouvelle vague, où plusieurs cas de viol ou d'agression sexuelle ont été pointés du doigt par des actrices qui n'ont pas du tout été prévenues de scènes de rapports sexuels, ont été harcelées sur les plateaux, ont compris qu'il y avait un rapport de force qui émergeait entre les réalisateurs et elles, notamment pour avoir des rôles. Et ça, on l'a souvent couvert en France à travers une culture, on va dire, ce qu'on décrit comme grivoise, presque chevaleresque. On met beaucoup de romantisme dans ces mots qui ne sont évidemment pas du tout, qui sont plutôt issus d'une culture patriarcale qui est très ancrée en France. Et ce qui est intéressant, c'est que la France est avant tout montre sa culture comme étant effectivement sa vitrine. On parle beaucoup évidemment de peinture, de musique, et évidemment de cinéma ou encore de mode. Et donc le moindre scandale va être aussi étouffé. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une culture qui va mettre en péril l'image globale, culturelle, puissante d'un soft power français. Pour revenir sur MeToo, donc ça a commencé en 2019 avec une actrice qui s'appelle Adèle Haenel, que vous avez peut-être vu dans un film qui a eu beaucoup de succès, Le portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui a été récompensé. Et Adèle Haenel a dénoncé le réalisateur avec qui elle avait travaillé quand elle avait à peine 12 ans. Et qu'il a agressé sexuellement tous les après-midi quasiment lors des tournages. Rouja d'ailleurs a été condamné, il me semble. Là, il a été condamné parce qu'elle a porté plainte. Mais récemment, il y a eu aussi le cas de Judith Godrèche. Judith Godrèche qui, pour ceux qui connaissent la filmographie de Cédric Clapiche, donc avec l'auberge espagnole, a été pendant de longues années une actrice française reconnue avant d'aller aux États-Unis. Et elle a porté plainte. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle prescription, c'est-à-dire que la loi française ne permet pas de porter plainte contre son... Enfin, on peut porter plainte, mais ça ne veut pas dire que ça sera porté face à la justice contre son agresseur au bout de plusieurs années. Et ça a eu un énorme déferlement parce qu'une grande actrice française, parce que Adèle Haenel est quand même plus jeune que Judith Godrèche, Judith Godrèche a parlé notamment lors de la cérémonie des Césars, qui est l'équivalent en France de nos Oscars, de cette espèce d'omerta en disant « mais je parle, mais personne ne m'entend ». Et aujourd'hui, Judith Godrèche est très marquée et à gauche, disons-le. Elle défend énormément ces causes-là et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir parler lors d'un forum représenté par
la gauche, étant donné que c'est malheureusement l'unique ou seul mouvement courant politique qui s'empare aussi de ces questions, même si en France, d'autres courants, je pense notamment à l'extrême droite, vont s'accaparer les questions féministes pour en faire des questions nationalistes, donc ce qu'on appelle le féminisme nationaliste, qui sont tout simplement des groupes fascistes qui vont stigmatiser les personnes exilées, migrantes, pour faire véhiculer leur discours xénophobe en parlant notamment de harcèlement de rue, en disant que c'est les personnes effectivement racisées, noires ou arabes qui violent les femmes en France. Ce qui est assez contradictoire, c'est que ces derniers mois en France, il y a eu une affaire particulièrement grave, historique, qui s'appelle l'affaire Mazan. Le procès de Mazan, qui désigne une petite ville du sud près d'Avignon, dans le Vaucluse en France, et une femme, Gisèle Pellicot, a eu sa vie complètement chamboulée quand elle a su que son mari, avec qui elle était mariée depuis des décennies, la violait par des soumissions chimiques et la vendait littéralement à des inconnus, sans contrepartie d'argent, je tiens à le préciser, et plus de 80 personnes ont plus de 80 personnes ont violé Gisèle Pellicot, 50 ont pu être reconnus par la police, et ça a créé un procès sans précédent historique, donc le procès de Mazan, où cette femme a décidé, avec beaucoup de dignité, de faire un procès sans huis clos. C'est-à-dire, et je tiens bien à préciser, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, que tous les rapports sexuels ont été filmés. Ça veut dire que tous les jours, cette femme d'un certain âge, parce qu'elle était déjà grand-mère, a dû voir les images d'elle violées par les pompiers, par son voisin, par des journalistes, par tout type de métier. Et évidemment, là, le discours féminin nationaliste n'a pas pu fonctionner, puisque c'était des personnes vraiment qui représentaient la société française dans son ensemble. Les agresseurs allaient de la vingtaine à près de 70 ans. Et c'était des gens majoritairement blancs. Donc des Français lambda qui sont venus en disant de toute façon c'est pas un viol étant donné que son mari était d'accord. Donc sachant qu'elle n'était pas consciente. Donc c'est vrai qu'en France on est en 2025. L'affaire, le procès était à l'automne 2024. On a eu beaucoup de retard. Quand je vois ma consoeur espagnole, c'est vrai que je me dis. Je suis assez admirative du combat des féministes espagnoles concernant MeToo, parce qu'on est vraiment en retard en France. On a une omerta politique qui est assez grandissante. On parlait de soumission chimique. Dernièrement, on a eu aussi une affaire avec une députée centriste qui a subi une soumission chimique de la part de son propre collègue lors d'une fête à l'Assemblée nationale, où en fait elle s'est vue tout simplement défaillir, elle est tombée dans les pommes, et heureusement on l'a sauvée à temps, mais on a compris qu'en fait c'était son propre collègue de travail qui lui avait donné une coupe de champagne qui était évidemment remplie de drogue. Donc c'est des choses qui se passent aussi à la fois dans nos espaces politiques. On est évidemment là aujourd'hui à Bruxelles, ça se passe aussi à Paris, ça se passe partout dans le monde. Et comme l'a dit Emma, je suis l'autrice d'une enquête autour des violences sexuelles, évidemment, en France, mais aussi racontée du point de vue de femmes donc racisées, noires comme moi, ou bien asiatiques, qui sont invisibilisées de par leurs conditions, de par leur couleur de peau, parce que racisées tout simplement. Je l'ai publié dans la revue La Déferlante, qui est donc une revue féministe en France qui écrit sur l'intersectionnalité du féminisme. J'ai beaucoup de chance de pouvoir écrire pour cette revue, et cette revue, pour le coup, qui est une revue trimestrielle, publie différents reportages, éditos, très longs et enquêtes désormais. C'est un espace privilégié parce qu'en France, je suis journaliste indépendante, je suis bien placée pour vous le dire, on a beaucoup de fois des sujets qu'on dit retoqués, c'est-à-dire qui passent à la trappe parce que trop engagés. Moi, on m'a accusé de militantisme un nombre incalculable de fois. Je ne suis pas objective, je suis trop émotionnelle, trop près du sujet, et donc je ne peux pas correctement le traiter.
Au contraire, je crois en un journalisme situé où je suis totalement transparente sur sur mes convictions, et à partir de tous ces éléments que je rends publics, vous avez la possibilité de comprendre mon travail à travers cette grille de lecture de mes convictions, ce qui ne m'empêche pas de faire mon travail et de rester auprès des faits. Donc quand j'ai publié avec, donc, comme l'a dit Emma, ma consoeur Christelle Mouroula, une enquête sur les actrices. Encore une fois, c'est intéressant, ça part toujours de cette sphère culturelle en France, sur les actrices racisées, qui dénoncent, pareil, un rôle des médias qui vont sauter sur des affaires de gros réalisateurs, on appelle ça en France, c'est un terme bien précis, ces bêtes de cinéma, ces monstres du cinéma, en parlant évidemment, on ne peut pas parler de la France et MeToo sans parler du cas de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui est certes un des acteurs français les plus connus au monde, mais qui est un des agresseurs sexuels aussi les plus connus de France. Pour le coup, avec plusieurs femmes qui l'ont accusé d'agression sexuelle. Dernièrement, il y a eu une vidéo particulièrement perturbante qui est sortie, il me semble, l'année dernière lors d'une de ses visites en Corée du Nord. Ça ne s'invente pas, où on le voit commenter des petites filles nord-coréennes qui font notamment de l'équitation en ayant des commentaires particulièrement pédophiles, disons-le, concernant ces petites filles. Donc encore une fois, on est vraiment Je dirais qu'en France, on est vraiment encore une fois en retard, parce qu'on va laisser la parole dans les médias à des actrices, toujours grandes actrices, tout simplement défendre Gérard Depardieu. Notre propre président, Emmanuel Macron, défend Gérard Depardieu en public, lors d'allocutions, en rappelant qu'il est avant tout un grand acteur et qu'on n'aime pas cette chasse aux sorcières. Donc c'est très difficile de combattre le sexisme et le patriarcat en France quand dans les plus hautes sphères de l'État balayent du revers de la main ce qui désigne comme étant une chasse aux sorcières, une inquisition. Et je dirais, pour revenir sur le sujet dont je suis spécialisée, c'est-à-dire traiter les sujets de sexisme et de racisme, on a eu en juillet, je ne sais pas si vous avez vu, on a accueilli les Jeux Olympiques. Voilà, donc là c'est mon côté chauvin qui reprend le dessus. J'étais très fière qu'on ait accueilli les Jeux Olympiques. Donc je suis parisienne d'origine, donc évidemment j'ai vu encore plus de touristes à Paris que d'habitude. Mais surtout, on a eu une cérémonie d'ouverture particulièrement, disons-le, polémique, avec une chanteuse qui s'appelle Aya Nakamura, qui est la chanteuse francophone la plus streamée au monde. C'est quand même important de le rappeler, qui a été victime de ce qu'on désigne comme, ayant subi de la misogynoire. La misogynoire, c'est un mélange de termes entre donc noir et misogyne. Donc c'est un mot qui a été inventé par une activiste africaine-américaine qui s'appelle Moya Bailey en 2010, qui désigne l'intersectionnalité des discriminations entre le racisme et le sexisme concernant les femmes noires, qui sont très sujettes au manque d'empathie, qui sont désignées comme des femmes agressives, qui sont désignées comme des femmes qui sont tout simplement inférieures aux femmes blanches en général, qui ne doivent pas être dans ce type d'espace. Je tiens à préciser qu'on est quand même ici dans un espace de pouvoir, certes en Parlement, mais qu'on est une minorité de personnes racisées aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard. Et quand on est minoritaire dans un espace majoritairement blanc, comme ici aujourd'hui au Parlement, ou bien dans le milieu de la culture, ça crée des rapports de force, ça crée aussi des discriminations et parfois des violences sexistes et sexuelles concernant les femmes. Aya Nakamura, pendant des mois, a été victime de remarques racistes et sexistes dans les médias français. Et je tiens à préciser que ça, encore une fois, en bonne française, je le dis, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Pourquoi c'est la faute d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est simple. Parce que notre président a eu la bonne idée, des mois avant le début de la cérémonie d'ouverture, de dire à la presse, de dévoiler que Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée, serait
donc ferait partie des personnes qui vont être présentes à la cérémonie d'ouverture. Je tiens à préciser que quelques jours seulement avant, on a su que Lady Gaga ou encore Céline Dion allaient participer à la cérémonie d'ouverture. Leurs noms ont été dissimulés et cachés. Par contre, Aya Nakamura, pendant des mois, a pu, littéralement, Emmanuel Macron fait souvent ça, c'est-à-dire qu'il prend une balle, il la jette aux journalistes français qui vont vite, ils vont s'amuser pendant des mois et des mois à dire « Oh, elle ne représente pas la France, elle ne fait pas partie de l'identité française ». Et en fait, gardez bien à l'esprit que le racisme est une diversion. C'est-à-dire que pendant qu'on parle d'une chanteuse noire qui ne représente pas la France, on ne parle pas de la réforme des retraites en France. On ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle pas du gouvernement d'Emmanuel Macron qui s'effondre et qui, à chaque fois, et peut être renversé à chaque fois. Ça, c'est à chaque fois. Il peut être renversé à chaque fois. Ça, c'est très important de garder ça en tête. Je regarde si le temps est pas trop... Ça va, je peux continuer à parler ? Donc, juste pour vous dire qu'évidemment c'est une diversion et de plus en plus dans les médias, c'est des termes notamment qui sont expliqués, employés. Là malheureusement, on a je reviens sur le féminisme, le nationalisme, les groupes nationalistes féminins, parce que j'ai pas envie d'associer le mot féministe avec nationalisme, qui vont ou qui veulent intégrer les cortèges du défilé du 8 mars à Paris. Et ces mêmes groupes sont accompagnés d'hommes tout aussi nationalistes et fascistes qui veulent évidemment exploiter le fait que de plus en plus de femmes votent extrême droite, de plus en plus de femmes sont attirées par la figure de Marine Le Pen qui, et on se prépare tous en France, sera certainement la prochaine présidente pour les prochaines élections de 2027. C'est très dur pour nous de l'admettre, mais il faut absolument pas qu'on s'en cache, il faut plutôt qu'on se prépare, nous aussi en tant que journalistes, moi aussi en tant que journaliste femme, c'est-à-dire que je représente ce que l'extrême droite déteste dans son ensemble. Je suis une femme noire, issue des quartiers populaires et journaliste, en situation de précarité. Donc ça fait quand même beaucoup. Et donc tout ça aligné nous oblige, et c'est ce qu'on fait avec notre association à la JAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés. On est une majorité de femmes, les 2/3 des membres sont des femmes, où on essaie de faire en sorte de pouvoir mettre les sujets intersectionnels, voilà, et de mettre des sujets intersectionnels tout simplement en avant, et de dénoncer le traitement médiatique en France, qui est quand même la sphère journalistique en France est très bourgeoise, très blanche, très parisiano-centrée. Quand je dis parisiano-centrée, c'est-à-dire que quasiment tous les médias en France sont centralisés à Paris. C'est Paris qui décide, c'est Paris qui est le centre du pouvoir, le reste, ça n'importe peu. Et ce qui crée énormément de discrimination territoriale, ne serait-ce que, enfin, encore une fois, je reviens sur le côté... sur l'intersectionnalité, il faut surtout pas mettre de côté l'aspect social. Hein. De toute façon, quand je parle de questions raciales, je ne parle pas de race biologique. Je parle évidemment d'un aspect social. Il faut voir les personnes racisées ou non blanches comme un groupe social, tout simplement. Et je terminerai là-dessus pour pas perdre trop de temps sur le fait que aujourd'hui, on a surtout besoin, je dirais, de l'aide des groupes et des groupes européens pour venir en fait essayer de créer un contre-pouvoir, je le dis clairement, un contre-pouvoir avec le gouvernement notamment d'Emmanuel Macron qui est déjà en fait qui tire vers le fascisme, avec un ministre de l'Intérieur qui est proche des néo-nazis, avec un ministre de la Justice qui est particulièrement à droite, et Emmanuel Macron s'en accommode totalement en bon président libéral. Donc voilà. Donc je vais juste terminer ça parce que sinon si je continue à parler d'Emmanuel Macron, je n'ai pas fini. Mais voilà, c'est important de bien préciser que c'est pas un président féministe, c'est pas un allié. C'est ce que j'aime beaucoup dire, c'est que Volodymyr Zelensky est un acteur qui est devenu président. Emmanuel Macron, c'est un président qui est en réalité un acteur. Voilà, et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle, déjà pour ton intervention, pour le fait de lier
plein d'enjeux ensemble et montrer que ça se complète et que ça se renforce. Merci aussi de rappeler la responsabilité d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on la partage tous ici et dire que c'est bien un allié, mais de l'extrême droite et pas des luttes féministes. Maintenant, je pense qu'on peut passer. Et donc, je remercie une nouvelle fois nos trois intervenantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez les poser à nos intervenantes aujourd'hui. Ou des remarques, hein. Ça peut être aussi des remarques. Yes. Okay, so thank you very much for these interesting speeches. I have a question for Ms. Fallaras. You talked about collective memory, and I think that's so important because you talked about the fact that women have to keep denouncing these episodes in order to create a collective memory. I'm a lawyer, and in transitional justice, we talk about collective memory a lot. And I find that right now, those who are creating the most collective memory are men, because they are the judges, they are the authorities in society. So they are creating a collective memory where they punish the women that speak up so that all of the others learn how not to speak up. And I was wondering, in your opinion, what is the solution? Is it just civil society work, or do we need an initiation from legal authorities, or is it rather a combination? Because I struggle to understand which one to prioritize. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que las instituciones tienen un papel relevantísimo. Es decir, cuando las mujeres empezamos a relatarnos, lo hacemos una a una, generando memorias colectivas. Yo calculo que la de Cuéntalo tengo recogido y publicado un archivo con 1,5 millones de testimonios, más otro 1,5 millones de acciones en torno a esos testimonios, y en el actual, en el de Se Acabó, son, calculo, entre 30 y 50.000, porque como tengo que trabajarlos uno a uno. Sin embargo, crea una memoria colectiva suficiente, de hecho, mucho más que suficiente en términos legales, en términos de estudios sociales y en términos académicos, como para modificar la visión que tenemos de la realidad y de la sociedad, de la violencia y de las leyes. Bien, yo creo que las instituciones y sobre todo aquellos partidos políticos que se consideran feministas tienen que usar esas memorias colectivas que las mujeres estamos creando, porque no se crean para nada. Es decir, si esas memorias colectivas, si el gran esfuerzo colectivo de generar esta memoria y todo ese archivo que ya está preservado, que yo, como responsable de ponerlo en marcha, me ocupo de preservarlo y de que ya exista y de que esté cuidado, si eso no se invierte dinero en analizarlo, sistematizarlo y usarlo como argumento para modificar leyes, no vale de nada. Es decir, yo extraigo los testimonios y tengo testimonios. Fíjate, en Cuéntalo, la violencia sexual, las mujeres que asumían haber sufrido violencia sexual en la infancia, eran el 20 y pico %, no sé, recuerdo el 26%, pongamos, que coincidía con las cifras oficiales, con las que maneja el Ministerio de Interior y Justicia, 20 y pico %. Bien, monto el movimiento Se Acabó quitando la identidad de las mujeres. Esas cifras pasan del 20 y pico % al 75%, más del triple. ¿Por qué? Porque cuando tú has sufrido violencia sexual en la infancia, yo he sufrido violencia sexual en la infancia y en la adolescencia, por parte de un familiar. Cuando tú sufres violencia sexual en la infancia, no lo cuentas públicamente porque estamos las mujeres acostumbradas a los cuidados. De manera que si yo digo, pongamos por caso, mi padre me violaba, convierto a mi madre
públicamente en la esposa de un violador, a mi hermana en la hija de un violador, a mi abuela en la madre de un violador. Eso jamás lo haremos. De manera que todas las encuestas y cifras que maneja la administración pública son falsas. Son falsas y están recogidas de forma errónea. Pero más allá de esto, en España, donde la denuncia y la lucha contra la violencia machista y la violencia sexual en particular está muy avanzada, y gracias al anterior Ministerio de Igualdad se dieron unos pasos en legislación extraordinarios, en España solo el 8% de las mujeres que sufren violencia sexual lo denuncian. El 8% es irrelevante, es nada. Quiero decir, bien, cuando analizamos la violencia sexual en España, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en los datos del Ministerio de Interior y en los datos del Ministerio de Justicia. Esos datos no nos sirven. ¿Por qué? Porque el relato sobre la violencia sexual parte de las instituciones y no de los testimonios de las mujeres, porque todavía no habíamos relatado nosotras qué considerábamos violencia sexual. Es decir, cuando en el primer juicio de la sentencia de la Manada de San Fermines, que fue una sentencia muy importante en España, se considera que la víctima sufrió abuso sexual y no agresión, y uno de los jueces considera que lo que hubo allí fue un jolgorio, cuando realmente hubo una violación de una muchacha por parte de 5 hombres, de manera salvaje, con penetración vaginal, anal, oral, a la vez, y uno detrás de otro, y filmado en vídeo, y no vieron agresión, ni intimidación, ni violencia. ¿Por qué? Nos debemos preguntar por qué el Poder Judicial puede hacer eso. El Poder Judicial puede hacer eso porque es el propio Poder Judicial quien define lo que es violencia sexual. Claro. Si yo me cojo a esta señora el bolso y me lo llevo, lo llamamos robo. Si yo le cojo a usted y me la llevo y pido un rescate, lo llamamos secuestro. Y sin embargo, ¿quién había relatado y qué era la violencia sexual? Hasta que nosotras mismas, con nuestras propias palabras, nos pusimos a relatarlo. Las instituciones encargadas de blindar la violencia sexual porque les interesa. Entonces, todos estos datos, todos estos archivos que tantas y tantas millones de mujeres hemos relatado y que yo me he encargado de ir preservando y que tengo guardados, deben ser analizados. Yo no tengo dinero para hacerlo. Lo mío es el activismo, claro. Yo tengo la capacidad de, con un teléfono móvil, solo con un teléfono móvil, instar a las mujeres a relatarse. Ahora eso existe. Bueno, es una falta de responsabilidad por parte, sobre todo, de los partidos de izquierdas y que se denominan feministas, no coger esos datos, analizarlos y ver desde nuestro propio punto de vista, con el relato de las mujeres, qué consideramos violencia sexual. No sé si le he contestado. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Merci déjà pour toutes vos interventions. Enfin, vous êtes toutes des femmes hyper inspirantes et ça fait du bien d'entendre ces discours. Je voulais rebondir, Estelle, sur ce que tu as dit et sur le fait qu'en France, on est en retard. Et je me demandais comment tu l'expliques. D'une part, est-ce que, je sais pas, il y a un manque d'organisation au sein du milieu féministe, mais aussi, je pense qu'il y a vraiment une barrière avec le gouvernement de Macron et toute cette criminalisation des luttes féministes, antifascistes, antiracistes. Et en fait, comment, je pense qu'il n'y a pas de solution magique et tout, mais toi, comment, tu penses qu'on peut lutter contre ça ? Comment on lutte contre cette criminalisation et aussi toute cette hypocrisie du gouvernement. Même quand on voit que Darmanin est nommé ministre de la Justice après toutes ces accusations. Je trouve que c'est dur de... c'est quoi nos moyens de lutter contre ça quand, en fait, c'est au niveau du gouvernement et de ces hautes sphères qu'il y a de plus d'agressions sexistes et tout ça et... Juste, toi, c'est quoi tes réponses, quoi? Comment rattraper notre retard? C'est ça que tu veux dire?
Oui. Donc je disais que selon moi, les féministes espagnoles étaient en avance sur la France. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au final, en France, je pense qu'on est mal à l'aise à l'idée que l'Espagne peut être socialement en avance sur les Français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est un pays d'arrogants, qu'on se sent profondément supérieur aux autres. D'ailleurs, on est à Bruxelles. Donc, quand on parle d'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne qui décident et le reste avance avec nous. C'est pas ce que je pense, hein. mais voilà. Mais c'est une réalité. Alors, j'expliquerai ça aussi du fait que ça fait près de 10 ans maintenant qu'on vit en France sous un gouvernement centriste libéral qui est devenu droite libérale, qui est devenu néofasciste libéral, que François Hollande, qui est le dernier président socialiste français, donc qui a exercé de 2012 à 2017, donc juste avant MeToo, malheureusement a failli à sa tâche socialiste, ce qui fait que le peu de réformes concernant le genre et la sexualité, je pense notamment à celle portée par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem qui s'attelait à améliorer l'éducation sexuelle à l'école, a été tout simplement pareil, balayée du revers de la main à cause de groupuscules d'extrême droite et de droite qui ont monté tout simplement une campagne de désinformation concernant ce qu'elle fait. Et donc je dirais qu'en France, en fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout travailler sur la culture autour de la sexualité. On a aussi ça, c'est-à-dire que c'est presque pas un cliché quand on parle du fait qu'on a un rapport assez oui, on va dire très ouvert à la sexualité en France. Je veux dire, ça fait partie de notre culture. C'est comme ça. On s'en vante presque d'être des personnes libérées comparées aux autres qui seraient beaucoup plus coincés, comparés à nos voisins européens qui seraient beaucoup plus coincés. Alors qu'au final, on se rend compte que c'est avant tout une culture patriarcale qui est faite pour les hommes et pour le plaisir des hommes. Et ça, c'est important. Donc tu l'as cité, je pense que d'autres ici ne le savent pas, mais notre ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aujourd'hui est ministre de la Justice, a été accusé de viol. Ça, c'est important de bien le préciser, en contrepartie de faveur. C'est-à-dire, quand il était maire d'une ville du Nord, de Tourcoing, il a proposé à une jeune femme de coucher avec lui en contrepartie d'un logement social. Voilà. Et ça, c'est notre ministre de la Justice. Ça ne pose aucun problème en France d'avoir ce genre de choses. En fait, si vous voulez, on est à des années-lumière de la transparence, par exemple, scandinave. Je dirais même qu'en France, on a tendance à dire qu'en Scandinavie, on en fait trop. Voilà, c'est trop. On va pas virer quelqu'un parce qu'il a acheté une barre de chocolat avec sa carte pro. Je comprends, mais en l'occurrence, en France, on a tendance à être beaucoup trop à fermer les yeux en fait sur ça. Donc, en fait, je pense que c'est toute la culture autour de la sexualité qui est aussi à revoir, et c'est aussi pour ça que j'ai cité le procès de Mazan, donc l'affaire Dominique Pellicot, du nom du mari de Gisèle Pellicot, qui l'a fait violer par 80 hommes, une cinquantaine ont été amenés à la justice parce qu'en fait on s'est dit c'est Monsieur Tout le Monde. MeToo c'était en 2017, le procès c'était en 2024. Même quand on a fait notamment Mediapart a été précurseur, donc le média d'investigation français, sur les affaires sexuelles. Ça avance, parce que là je suis un peu pessimiste. Encore une fois, je suis française. Je suis pessimiste, mais ça avance. Pourquoi ? Parce qu'on en parle systématiquement maintenant. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on en parle uniquement si c'est hors norme. Si 50 hommes violent une femme dans sa propre chambre. Si un acteur tombe. Et on parle de ces affaires uniquement, ça fait les gros titres, alors que ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à axer ça autour de la systémie, que ça arrive systématiquement à tout le monde, dans toutes les structures de la société. Et là, on n'est pas encore prêt pour ce genre de conversation en France. Mais on y arrive. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Innanzitutto grazie a tutte e a tutti per questo dibattito così intenso, così passionale, che tra l'altro solo noi donne riusciamo ad avere, ma soprattutto grazie alle nostre ospiti che hanno voluto
condividere le loro esperienze preziose e ad aver dato un contributo così importante ai lavori di oggi. E grazie anche al nostro gruppo di appartenenza The Left, perché ci ha dato l'opportunità di parlare di questo oggi. Oggi abbiamo ascoltato voci che raccontano di resistenza, di denuncia e di lotta. Cristina ci ha mostrato quanto sia potente la narrazione collettiva e quanto sia importante che le testimonianze delle donne non vengano silenziate. Ma questo è stato un po' il leitmotiv, no? Il silenzio, l'essere silenziato, è stato un po' il leitmotiv di tutti gli interventi che avete fatto. La tua battaglia, Cristina, contro la censura delle voci che denunciano appunto questa violenza sessuale è la dimostrazione di quanto ancora dobbiamo fare per garantire libertà di parola a chi subisce abusi. Luisa invece ci ha parlato di un altro fronte di lotta, che è quello dello sport. Per troppo tempo il mondo dello sport è stato dipinto come neutrale, ma sappiamo benissimo, noi che ci siamo state dentro e che ci siamo tuttora, che assolutamente non lo è. Anzi, è uno degli spazi pubblici in cui le donne devono costantemente rivendicare il diritto di esistere, di competere e di essere riconosciute. Voi pensate che tra i 100 atleti più pagati al mondo, nei primi 100 non c'è nemmeno una donna, tanto per dire qualcosa. Non solo nei premi e nei salari, ma anche nella tutela contro la violenza e le molestie che spesso vengono coperte dal silenzio, e anche qui silenzio ancora una volta, ma questa volta delle istituzioni. E Luisa ci ha fatto anche un appello sull'importanza di avere dati e numeri, e quindi io ripeto quello che tu hai detto: se non ci sono dati, ogni caso è un caso a sé. E infine Estelle ci ha mostrato come la violenza di genere si intrecci con il razzismo e con altre forme di discriminazione. Il suo lavoro ha portato alla luce una verità scomoda, cioè non tutte le denunce ricevono la stessa attenzione, e il colore della pelle spesso, ancora oggi, determina chi viene creduto oppure no. Questi 3 interventi ci dimostrano che la violenza di genere negli spazi pubblici non è un fenomeno isolato, è sistematica, è radicata nelle strutture di potere che continuano a marginalizzare le donne e a normalizzare la violenza contro di loro. E allora la domanda è: che cosa possiamo fare? Primo, dobbiamo continuare a denunciare. Non possiamo permettere che chi subisca violenza venga anche messo a tacere, questo assolutamente non possiamo permetterlo. Dobbiamo proteggere chi ha il coraggio di parlare dentro e fuori dai tribunali, nei media, nei social e nelle istituzioni. Secondo, dobbiamo cambiare le regole del gioco. Non possiamo accettare che lo sport, il giornalismo, la cultura, la politica siano spazi in cui le donne devono lottare il doppio per ottenere metà dei riconoscimenti e delle tutele. Questo non significa solo cambiare le leggi, ma soprattutto cambiare la mentalità collettiva, che è la cosa più difficile, cambiare la cultura. Terzo, dobbiamo essere alleate e alleati nella battaglia contro la violenza. La violenza di genere non è un problema delle donne, è un problema della società. E finché continueremo a considerarlo un tema secondario, finché non lo affronteremo con la stessa determinazione con cui affrontiamo altre crisi, continueremo a perdere tempo prezioso. Questo forum si intitola Lives Free from Patriarchal Violence, e questo deve essere il nostro obiettivo, un futuro in cui nessuna donna debba più temere di parlare, di giocare, di scrivere, di esistere nello spazio pubblico senza essere minacciata. E per arrivarci dobbiamo fare quello che oggi abbiamo fatto qui. Dobbiamo parlare, ascoltarci, sostenerci e lottare insieme. Grazie.